toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Réinventons l'accompagnement entrepreneurial, organisé par le Master Accompagnement entrepreneurial de Montpellier Management et la chaire Jacques Coeur du LABEX Entreprendre. Ce webinaire devrait durer 1 heure et le temps devrait passer très vite puisque notre programme est riche et varié. Et j'aurai la lourde tâche d'assumer le rôle de gardien du temps. Donc, je vous prie d'ores et déjà de m'excuser si je dois réduire certaines interventions. Nous aurons donc le plaisir d'écouter les pitchs. Alors, j'ai partagé mon écran pour que vous ayez les éléments de support et notamment les présentations qui ont été réalisées par les étudiants dans le cadre de l'entrepreneuriat Support Challenge. Donc, ça devrait arriver d'un instant à l'autre. Alors, quelques mots peut-être sur le programme de cet après-midi. Donc, nous allons donner la parole aux étudiants qui ont travaillé sur 3 projets. Et finalement, ces présentations vont nous permettre d'introduire 3 thématiques qui peuvent contribuer d'une certaine façon à réinventer l'accompagnement entrepreneurial. Nous aurons la possibilité, si nous avons une bonne gestion du temps, d'avoir un temps d'échange avec les spectateurs. Et donc, on va alterner en fait pitch, temps de discussion et on terminera, il devrait nous rester 10 minutes à 15 minutes sur des questions-réponses au niveau des participants. Alors, le point de départ finalement de ce webinaire est parti d'un projet proposé aux étudiants du Master 2 accompagnement, une demande poétique, mais aussi pragmatique, dessinons une structure d'accompagnement. Plus sérieusement, ils ont été invités à construire un projet de structure innovante en s'appuyant sur la philosophie du Lean Startup. Nous aurons le plaisir de découvrir les 3 meilleurs projets. 2 autres projets très intéressants et tout aussi disruptifs sont présentés sur la page du webinaire, l'un sur les parents preneurs et l'autre sur les seniors preneurs. Je voudrais profiter de ce moment pour féliciter et remercier les étudiants du Master Accompagnement Entrepreneurial qui ont fait preuve d'un fort niveau d'engagement. Et je remercie en particulier aussi Chloé, Émilie, Coralie pour leur précieuse contribution à la communication de cet événement. Les 3 meilleurs projets vont donc nous permettre d'ouvrir une discussion avec 4 experts de l'accompagnement que je tiens à remercier chaleureusement. Pierre Alzingre qui a fondé Visionary après une expérience dans le domaine du marketing au sein d'un grand groupe et une expérience aussi dans l'accompagnement de projets innovants au sein de Via Innova qu'il a dirigé pendant plusieurs années. Il mène aujourd'hui des actions d'accompagnement au niveau national, voire international. Et l'une des actions peut-être la plus connue est peut-être la start-up et dans le prêt, qui correspond notamment à la thématique du premier projet. Marie-Hélène Gerbeau-Grimoin a fondé IDEE, qui est un cabinet dans les études, notamment en lien avec l'écosystème entrepreneurial français. Elle a créé notamment avec Yann Papastratis Procréa, le congrès des acteurs, qui réunit tous les 2 ans les acteurs de l'accompagnement entrepreneurial. Clara Père, je vous présente rapidement, vous avez évoqué les temps forts de votre parcours, une expérience en start-up, si je résume, un passage au ministère de l'économie et notamment dans la mission French Tech, et votre contribution à la fondation de La Boussole, qui est une association qui contribue à l'animation de l'écosystème de l'accompagnement entrepreneurial en France. Last but not least, Sylvie Samut, experte reconnue en accompagnement entrepreneurial. Elle a contribué notamment à créer Pépite LR et l'incubateur étudiant de l'université de Montpellier, qui a été inauguré il y a quelques semaines. Et nous co-dirigeons ensemble le Master Accompagnement Entrepreneurial que nous avons fêté, que nous avons créé il y a 10 ans et nous célébrons son anniversaire à travers cette promotion et cet événement. Et nous avons également lancé en 2012 la chaire Jacques Coeur pour l'accompagnement entrepreneurial. La transformation de l'accompagnement entrepreneurial peut s'apprécier peut-être à travers 3 dynamiques que nous aurons l'occasion de discuter. La première est peut-être la diffusion d'une culture entrepreneuriale avec une réelle volonté de promouvoir dans de nombreux pays, en France en particulier, on pourrait appeler une Startup Nation, qui se traduit concrètement par une explosion du nombre de créations d'entreprises. 300 000 au début des années 2000, près de 900 000 en 2019, donc ça démontre cette trajectoire.
et avec finalement une diffusion qui touche toutes les strates de la population et de la société. Deuxième dynamique, c'est bien évidemment la transformation digitale. Cet exercice en est une illustration qui se traduit par une diffusion accélérée ces derniers mois encore plus des outils digitaux dans la société, dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement. Et enfin, une tendance de fond, là aussi, la diffusion de valeurs existentielles qui sont les marqueurs d'une société qu'on peut qualifier de postmoderne, dans laquelle l'activité entrepreneuriale doit se réaliser d'une certaine façon en accord avec les valeurs personnelles. Et cette évolution fait émerger de nouvelles formes d'entrepreneuriat, comme par exemple l'entrepreneuriat lifestyle. La combinaison de ces transformations a conduit donc les étudiants à construire des projets innovants de structures d'accompagnement et qui interrogent finalement la gestion des espaces, la prise en compte de l'hybridation des entrepreneurs et la digitalisation de l'accompagnement. Tels sont les thèmes que nous allons aborder tout au long de ce séminaire. Et donc, je propose de donner de suite la parole à la première équipe qui a contribué à construire ce projet NeoStart. Merci, Monsieur Massega. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous continuez de travailler en ville alors que la ruralité vous attire? Ne vous êtes-vous jamais dit que votre idée d'apiculture dans les Cévennes pouvait devenir votre projet entrepreneurial de demain? Eh bien, NeoStart est la solution et est présent pour vous aider à concrétiser cette idée. NeoStart, c'est quoi? C'est un acteur digitalisé de l'accompagnement entrepreneurial. Digitalisé, puisque nous proposons une plateforme digitale où nous y retrouvons des formations, ainsi qu'à des suivis physiques personnalisés dans des tiers-lieux de la région Occitanie. Notre cible est la suivante, les néo-entrepreneurs. Mais nous avons une cible plus particulière que cela, les néo-ruraux. Pourquoi elle est particulière? Puisqu'elle fait face à plusieurs types de ruptures. Géographique tout d'abord, puisqu'il va quitter la ville pour la campagne, ce qui représente également une rupture sociale, mais également une rupture professionnelle, étant donné qu'il va totalement changer de métier. Le néo-rural, en fait, il correspond au modèle de l'entrepreneur lifestyle, c'est-à-dire qu'il aspire à une meilleure qualité de vie en prenant en compte des éléments professionnels et des éléments personnels dans ce projet entrepreneurial. Et de ce fait, cela représente une cible particulière à accompagner. Et notre offre répond parfaitement à cette cible. En effet, sur cette plateforme digitale, nous aurons des formations modulables à la carte en échange d'un abonnement mensuel, parfaites pour la flexibilité et les besoins des néo-starters. De plus, sur cette même plateforme, nous aurons des formations intensives, étalées sur 3 mois, à un tarif fixe et parfaites pour apprendre le b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Enfin, tous nos néo-starters auront accès à des ateliers trimestriels dispensés dans des permanences physiques qui seront situées dans des tiers-lieux de la région Occitanie. Et toute cette offre-là aura pour but de favoriser la médiation entre les néo-starters et l'écosystème local entrepreneurial. Notre stratégie pour ce projet est très simple. La première année va consister à s'implanter dans l'écosystème et s'y faire une place légitime. La deuxième année, ce sera du développement géographique, mais surtout du développement stratégique, puisque nous allons mettre à disposition notre plateforme digitale aux structures d'accompagnement régional, afin que la médiation que nous souhaitons mettre en avant soit accrue entre les néo-starters et l'écosystème entrepreneurial. Enfin, la troisième année va consister à affirmer notre place au sein de cet écosystème, avec notamment la mise en place d'événements semestriels, que ce soit du mentorat dating par exemple, afin de favoriser ce lien social et géographique entre les néo-starters, mais également sur le territoire, sur l'écosystème entrepreneurial local. Et enfin, ce projet est porté par 3 jeunes étudiants entrepreneurs, Chloé tout d'abord, passionnée d'art et de vin et qui souhaite valoriser les territoires viticoles de la région Occitanie. Julien, quant à lui, également originaire de la région Occitanie, a à cœur de voir des entreprises se développer en accord avec ses valeurs personnelles. Et enfin moi, Thomas, je suis originaire de la région parisienne, mais je suis un peu tombé amoureux de la région et je souhaite la voir se développer pour ses qualités entrepreneuriales. NeoStart vous remercie de votre attention. Très bien, merci Thomas, merci Chloé et Julien, et bravo pour ce beau projet qui va nous permettre d'introduire la première thématique, puisqu'elle fait référence à la ruralité. On voit un certain nombre de mobilités qui se réalisent. La semaine dernière, dans les Échos, il y avait justement un article dans les Échos Start sur ce phénomène, avec des difficultés que peuvent rencontrer justement les personnes quand elles réalisent ce changement de vie. On voit peut-être l'intérêt de pouvoir proposer un accompagnement, un suivi. Donc, c'est une problématique qui interroge à la fois les porteurs de projets, mais aussi les territoires. Alors, pour lancer cette discussion, je propose de donner la parole à Pierre Alzingre, qui a notamment eu l'opportunité de développer un beau projet autour de
la start-up et dans le prêt, et qui vise notamment à favoriser la dynamique entrepreneuriale dans les territoires. Merci beaucoup Karim, je suis très heureux d'être avec vous. Je crois que j'ai 25 minutes pour moi, c'est ça, donc ça tombe bien. Ouais, blague à part, voilà, juste quelques minutes. C'est vraiment une très très bonne idée NeoStart et c'est vrai que ça rejoint non pas ce que j'ai créé mais ce que nous avons créé ensemble. C'est vraiment ça. La start-up est dans le prêt est née en 2012 en Pays de Lunel dans une école qui était désaffectée dans laquelle on a réuni tous ceux qui avaient intérêt au succès d'un territoire et des entreprises du Pays de Lunel. C'est-à-dire le Pays de Lunel, il a une zone finalement d'habitants autour de lui extrêmement large. Et c'est vrai qu'on a réussi à adapter ce format Startup Weekend américain, on va dire, aux contingences et peut-être aussi à la culture française, c'est-à-dire non pas travailler juste sur du punchy, de l'énergie, etc., mais sur quelque chose de plus profond. Et je voudrais comme ça, voilà, c'est une aventure qui continue et qui continue notamment grâce à la région Occitanie et dans laquelle l'Université de Montpellier à chaque fois nous fournit des talents extrêmement nombreux et extrêmement compétents et engagés. Et merci encore au projet NeoStart. Je voudrais revenir là-dessus et sur l'article des Échos dont tu parlais dont tu parlais tout à l'heure, Karim. Cet exode urbain, c'est pas vers un Eldorado rural. Une fois qu'on aura passé le premier hiver dans nos campagnes, peut-être qu'on va commencer à réfléchir. C'est-à-dire que pour venir à la campagne, il me semble, un vrai projet de vie. Et je pense qu'il faut, attention, le déconnecter d'un projet entrepreneurial qui ne peut pas être un projet de vie. Un projet de vie qui a 50% d'échecs, ce n'est pas un projet de vie. C'est un projet extrêmement dangereux. Une vie, elle mérite d'être vécue, d'être appréciée. À chaque moment de son existence, créer une entreprise, c'est de la folie pure. Mais c'est une folie dont on devient addict et voire drogué. Ce que je voulais dire surtout, c'est que le défi de créer son entreprise à la campagne, c'est un défi avant tout humain. L'accompagnant, parce que c'est ça, Thomas et votre équipe de NeoStart, vous créez une structure d'accompagnement. Je pense que les qualités d'un accompagnant à la campagne, c'est les qualités d'un coach. Les qualités d'un accompagnant dans une ville, dans une grande métropole, c'est les qualités d'un conseiller matrimonial. C'est les qualités d'un Tinder. Ce n'est pas du tout les mêmes compétences. Bien entendu, il faut qu'ils se forment au Master 2 accompagnement entrepreneurial, Karim et Sylvie. Et je reviens encore dessus, c'est un excellent master et à chaque fois, j'ai fait des rencontres magnifiques et je continue d'en faire. Publicité à part, je dirais vraiment que l'accompagnement aujourd'hui, c'est un accompagnement qui doit permettre à chaque entrepreneur de se révéler à soi-même et de trouver au fond de lui les compétences et finalement son unicité qui rendra son entreprise unique. Dans une grande métropole, et on le voyait quand on va travailler, par exemple, aux États-Unis, je m'en souviens d'investisseurs à San Francisco qui nous disaient ici, ce n'est pas le paradis des startups, c'est la vallée de la mort des startups. Vous venez me voir avec un projet de levée de fonds, je vais en voir 4 derrière vous comme ça. Et je vais investir dans un projet par mois. Donc, il voit 100 projets, il investit dans un par mois. Ça veut dire que derrière, vous imaginez à peu près la perte en ligne qu'il y a. On ne peut pas se permettre ça à la campagne. On ne peut pas dire à quelqu'un, viens habiter à la campagne avec ton projet d'entreprise et accepter avec ça ce niveau d'échec. Donc, ça veut dire que le coach accompagnement, le coach accompagnateur à la campagne, il a vraiment ses compétences de coach de vie et de permettre à quelqu'un de se révéler tout en toujours pensant à son plan A, c'est-à-dire tu vas réussir et on va tout faire pour que tu réussisses ton projet en fédérant autour de toi tous les acteurs au succès, mais surtout ce coach-là, il doit penser à un vrai accompagnement derrière. Et c'est pour ça que vous avez des structures comme le réseau Entreprendre, comme le réseau Initiative, comme Ad-Hoc aussi, qui a ses propres pépinières. Il faut à tout prix être accompagné. Ce n'est pas du tout le même pari dans une métropole. Ce n'est pas du tout le même pari parce que les métropoles, vous en ratez une, peut-être qu'il y en a d'autres. Tu me dis quand est-ce que j'arrête, Karim, je n'ai pas regardé ma montre, donc tu m'excuses, mais voilà, c'était vraiment pour vous dire ça, pour planter le décor dès le départ. La ruralité n'est pas un Eldorado. C'est un choix de vie, mais dans ce choix de vie-là, l'entrepreneuriat, c'est aussi, on va dire, une voie qui n'est pas la voie la plus facile. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une voie qui doit fédérer un maximum d'acteurs pour sécuriser cette voie-là et surtout partir d'un point de départ, c'est-à-dire faites, avant de venir à la campagne et de porter votre projet, faites un vrai bilan de compétences. Faites-vous accompagner par des accompagnants professionnels, et il y en a, on en a chance notamment en Occitanie. Et puis ensuite, voilà, portez petit à petit votre projet.
D'accord, très bien, merci Pierre. Clara, comment justement vous voyez cette évolution, cette tendance? Est-ce que vous avez les mêmes inquiétudes que Pierre? Alors, moi, c'est davantage des espoirs que des inquiétudes, même si j'adhère en grande partie à tous les propos de Pierre. Non, je voudrais peut-être revenir un petit peu sur justement l'évolution de la relation qu'ont les accompagnateurs avec la notion d'espace, hein, la notion d'espace de travail, de localisation géographique. À l'époque où je travaillais à la mission French Tech, euh, le bureau fixe ou l'espace de coworking était fondamental dans la définition d'un accompagnateur, voire même dans une certaine mesure était une condition pour les définir. Aujourd'hui, les accompagnateurs se sont vraiment affranchis de cette notion de j'ai besoin d'un bureau, d'une chaise, de rassembler mon équipe de 8h à 19h tous les jours pour aller se servir de la notion, de la notion d'accueil, d'espace comme d'une véritable opportunité et une manière de lier justement les ambitions privées, les envies privées des accompagnés, comme celle de voyager, de sortir, on va dire, des grandes métropoles qui sont de plus en plus difficiles, dans lesquelles il est de plus en plus difficile d'émerger. Par exemple, on a vu beaucoup d'accompagnateurs qui ont ouvert des lieux, même tout en conservant des bureaux à Paris ou dans d'autres grandes métropoles à travers la France, qui ont ouvert ce qu'ils appelaient des off-site, des manoirs, des châteaux, des lieux de retraite pour permettre aux entrepreneurs de vraiment se recentrer sur leur projet, d'arrêter d'être parasités, on va dire, par l'ensemble de toutes les contraintes que peuvent représenter une métropole ultra dense. Aujourd'hui, l'espace devient davantage une expérience. D'ailleurs, ça a été énormément accéléré en 2020. On ne considère plus un accompagnateur comme un lieu de bureau, mais comme un véritable lieu qui va permettre aux entrepreneurs de tisser un lien. Donc, on va concevoir aussi des espaces non plus comme des endroits où il ne faut pas se déranger mutuellement en multipliant les bureaux, les phone box, etc. Mais comme des moments où les équipes, où les entrepreneurs entre eux vont pouvoir se rencontrer davantage pour échanger. Et c'est là aussi qu'on voit de plus en plus disparaître cette frontière qui existe entre notre vie professionnelle et notre vie privée. On le voit par exemple avec des méga structures comme H7 à Lyon ou Station F à Paris qui vont multiplier les services qui vont permettre aux entrepreneurs de vivre, on va dire, pleinement et complètement leur aventure entrepreneuriale en mettant à disposition des logements, en mettant à disposition, alors ça peut sembler très terre à terre, mais des douches, en mettant à disposition des espaces verts, ce qui va permettre vraiment à l'ensemble de l'écosystème de s'épanouir autrement et de pas forcément être contraint à un quartier, à une localisation géographique. Les accompagnateurs vont pouvoir aller chercher des talents à l'étranger, vont pouvoir aller chercher des talents à 1000 km de leur localisation initiale. Je voulais aussi rajouter l'importance... non, mais c'est à peu près tout. Super, le temps imparti est tenu. Merci Clara. Ça permet effectivement de montrer que le sujet espace touche à la fois des comportements, c'est ce qu'évoquait Pierre notamment, et aussi des dynamiques finalement de gestion des espaces avec éventuellement de nouveaux services à proposer. Quel est justement ton regard par rapport à cette thématique, Marie-Hélène? Alors, ton micro n'est pas branché, Marie-Hélène. Oui, les aléas du direct. Bonjour à tous. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être évoqué à la fois par Pierre et par Clara. Moi, j'avais envie de rajouter que l'importance des acteurs locaux sur ces territoires ruraux. Je crois qu'encore plus qu'ailleurs, où on a partout en France en matière d'accompagnement, on a besoin de travailler ensemble et de travailler en réseau. Dans les territoires ruraux, c'est encore plus important. Donc, je pense que NeoStart doit intégrer dans son offre une offre également vis-à-vis des acteurs locaux et du territoire. Ça me semble tout à fait important.
Je pense qu'il faut aussi, dans les territoires ruraux, il y a une importance encore accrue de l'ESS, du sens de l'intérêt collectif, du service aux populations. Et je pense que ça, c'est une dimension qui doit être impérativement intégrée dans un projet de cette nature. C'est vrai partout, mais encore plus sur ce type de territoire où on a besoin d'ancrer les projets dans le territoire. Et quel meilleur moyen d'ancrer les projets dans les territoires que de faire en sorte qu'ils répondent aux besoins de ce territoire en ayant travaillé en amont avec les acteurs, avec les populations, etc. Ce qui me paraît également intéressant en fonction de ce qu'a dit Pierre sur le fait que effectivement il faut déconnecter le projet entrepreneurial du choix de vie. Je pense qu'on y reviendra également dans d'autres projets, mais c'est vrai que on constate de plus en plus que on a plusieurs vies et plusieurs vies entrepreneuriales au sein d'une même carrière. Et que pour moi, je ne suis pas sûre qu'il faille impérativement ancrer ces néo-ruraux dans les territoires, même si c'est une richesse formidable, mais on peut accepter. Et je pense que j'orienterai NeoStart également là-dessus, sur la possibilité de permettre à des gens d'aller faire simplement une partie de leur vie en territoire rural. Et du coup, de prévoir des outils de test, mais qui permettent aussi de repartir, bien qu'ils vérifient que la vie entrepreneuriale en monde rural correspond bien à ce qu'ils attendaient, mais leur donner aussi la possibilité de repartir si effectivement ça ne correspond pas. Voilà, je suis 3 minutes, j'avais mis mon... Merci Marie-Hélène pour cette gestion du temps et ces éclairages très, très intéressants. Donc, ça permet de faire la transition avec Sylvie, qui va nous donner à la fois le regard de formatrice, chercheur, mais aussi spécialiste de l'accompagnement à travers les missions qu'elle mène, notamment au sein de l'incubateur. Donc, Sylvie, comment vois-tu les choses? Ton micro est coupé aussi. Merci Karim. Et merci pour cette richesse de présentation, les petits jeunes. Merci aux intervenants précédents, dans l'ordre Pierre, Clara et Marie-Hélène. Alors, on a beaucoup parlé du lifestyle. Ok, je suis d'accord, mais il y a aussi d'autres types d'entrepreneurs qui, me semble-t-il, pourraient se rapprocher de ce type-là qu'on est en train de présenter. C'est le slow entrepreneur, celui qui va à son rythme peut-être et qui n'est pas forcément accaparé par la vitesse, la rapidité d'exécution. Donc la notion de lenteur, non pas au sens négatif du terme, mais l'idée de prendre son temps et pas être forcément toujours arc-bouté derrière une volonté de productivité à tout prix. Donc je pense que cette population d'entrepreneurs peut être également intéressante. Également l'entrepreneur engagé. Et là je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avec Pierre il y a quelques mois, au cours d'une manifestation à laquelle tu m'avais invité, l'entrepreneur engagé qui est aussi un entrepreneur passionné. Et moi, je pense que dans ce type d'entrepreneurs qui vont vers la ruralité, il y a aussi ce profil que l'on peut trouver. Et donc, du coup, l'accompagnement, il va falloir qu'il s'adapte à ce type de population hybride, mais en y raccrochant pas que de la technicité, me semble-t-il. Et c'est là où je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure également. La dimension psychologique de l'accompagnement va me paraître très intéressant dans ce type de profil à accompagner, parce que c'est à la fois une technicité, mais pas que. Il y a aussi un bien-être personnel, il y a aussi un projet de vie qui est derrière. Alors les étudiants ils vont sourire, mais je vais aborder une notion qui m'est chère, c'est celle de l'adéquation individu-projet.
Et je crois que cette notion d'adéquation entre le projet et l'individu est peut-être à son apogée dans ce type de profil. Et puis, peut-être dernière chose, on a beaucoup parlé du lieu de la ruralité, mais aujourd'hui, avec la crise Covid dans laquelle on est bien installé malheureusement, il me semble que le lieu est important, mais le côté digital est aussi essentiel. Et attention alors, tous les territoires ruraux ne sont pas complètement dénués de tout contact technologique, hein, bien loin de là, mais je pense que qui dit éloignement dit aussi la nécessité à un moment donné d'être en contact, et peut-être qu'il faudrait hybrider ce type de projet avec un autre projet à forte dimension digitale. Ah, tu as enlevé ton micro, Karim. Très bien, merci Sylvie. Eh ben, tu fais une belle transition à travers cette question de l'hybridation qui est au cœur de beaucoup de discussions. C'est un mot un peu valise. Il y avait d'ailleurs là aussi un article des Échos qui évoquait cette question de l'hybridation dans un autre contexte, mais il s'applique assez bien au monde de l'entrepreneuriat et ça va nous permettre d'aborder le deuxième projet qui porte justement sur cette question. Et donc, je donne la parole à l'équipe hybride. Bonjour à tous, je suis Charlotte Soto. Tout d'abord, je voulais vous remercier de la part de tous les étudiants de notre promotion d'être présents aujourd'hui à ce webinaire pour nous aider à réinventer l'accompagnement entrepreneurial. Mais je suis surtout ravie de pouvoir vous présenter notre projet hybride parce que nous sommes partis du constat, mon équipe et moi, qu'il y a une multitude de questions légitimes que peuvent se poser les salariés ayant un projet entrepreneurial, comme par exemple, est-ce que je vais arriver à gérer ma vie professionnelle et à la fois ma vie personnelle? La peur du risque est également très présente et c'est pourquoi ils ont tout intérêt à être accompagnés. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de créer Hybride, qui est une solution d'accompagnement digital spécialement dédiée aux entrepreneurs salariés. Donc, notre équipe est composée d'Émilie Perravernet, qui est spécialisée en analyse stratégique, puis de Maxime Rochejeu, qui lui est spécialisé en fiscalité et en droit des sociétés, de moi-même, Charlotte, qui suis spécialisée en communication et en marketing digital, et enfin de Lucas Arini, qui lui est spécialisé en comptabilité et en finance. Donc, vous l'aurez compris, nous ciblons les entrepreneurs hybrides, donc les entrepreneurs salariés, qui représentent d'ailleurs 46% des entrepreneurs et 5 millions de personnes qui ont plus d'une activité professionnelle. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de cibler les salariés qui souhaitent travailler sur leur projet entrepreneurial et en particulier ceux qui souhaitent s'y consacrer à 100% in fine. Donc, ainsi, nous souhaitons réaliser un accompagnement de qualité en apportant tous les quatre notre expertise. Vous l'avez bien vu, nous avons tous les quatre des profils différents et nous souhaitons apporter chacun nos compétences, mais également, nous n'hésiterons pas à faire appel à des prestataires externes si toutefois nous n'avions pas les ressources nécessaires pour compléter la formation. On souhaiterait également proposer un accompagnement de proximité. De proximité, pourquoi? Tout simplement avec cette offre digitale, donc 80% digital, 20% en physique, mais également une application personnalisée ou un espace de coworking qui se trouvera à Cambacarès, mais également notre infotruck. Alors l'infotruck, qu'est-ce que c'est? C'est comme un food truck, sauf que nous n'allons pas délivrer des repas, mais nous allons, avec un truck, nous rapprocher des entreprises qui favorisent l'essaimage, pour justement démocratiser l'entrepreneuriat hybride. Et enfin, on souhaiterait proposer un accompagnement adapté. Nous avons bien compris qu'avec ces entrepreneurs hybrides, c'était à nous de nous adapter à leurs horaires de travail, donc une grande flexibilité des horaires de travail, mais également une formation qui sera disponible 24 heures sur 24 via l'application en ligne. Donc, ainsi, notre ambition, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat pour cette cible. Et c'est pourquoi, en première année, nous voulons vraiment implanter Hybride sur le bassin montpelliérain, tout simplement, car c'est de là que nous sommes tous originaires. Mais également, pour la deuxième année, on souhaiterait vraiment se développer en région Occitanie, et notamment autour de Toulouse. Pourquoi Toulouse? Pour être au plus près, tout simplement, des entreprises de l'aéronautique. Et enfin, on souhaiterait devenir vraiment l'acteur reconnu sur ce secteur en année 3 et potentiellement s'agrandir au niveau national, pourquoi pas. Donc, nous vous remercions pour votre écoute. Mon équipe et moi sommes à votre disposition si toutefois vous aviez des questions. Merci pour cette présentation, Charlotte, qui nous permet
d'ouvrir cette thématique. Donc, merci et bravo à Émilie, Lucas et Maxime pour avoir contribué à faire émerger à la fois ce projet et cette réflexion sur la question de l'hybridation qui est posée ici notamment sous l'angle de la capacité à concilier une carrière de salarié dans un premier temps et une carrière d'entrepreneur. Et c'est intéressant de voir qu'au niveau de la recherche, on voit que finalement ce type de projet, en général, génère une meilleure performance. Donc c'est aussi peut-être un modèle gagnant qui va tendre à se développer et il y a des implications bien évidemment au niveau des acteurs de l'accompagnement. Donc Marie-Hélène, quel est justement ton regard sur cette évolution, cette transformation? Alors, c'est difficile de commencer. Il vaut mieux finalement rebondir sur ce côté. Oui, donc tout simplement, je trouve amusant en fait de partir sur le terme d'hybridation, parce que pour moi, l'hybridation, c'est effectivement le mélange et le croisement de deux variétés qui fait que finalement, dans le monde naturel, ça développe la pérennité. Et la pérennité, la survivance des espèces qui naît de cette diversité. Et donc, je trouve amusant de parler d'hybridation quand on est, comme ici, sur ces 3 projets, en train de parler de segmentation de porteurs de projets. Voilà. Bon, ceci étant dit, c'est vrai qu'il est totalement intéressant d'essayer d'accompagner les salariés vers l'entrepreneuriat. Je commençais à le dire tout à l'heure, on constate de plus en plus que les porteurs de projets mènent diverses carrières entrepreneuriales dans leur vie. Et on va passer de divers états de salariés, entrepreneurs, d'entrepreneurs, pourquoi pas fonctionnaires, indépendants, chefs d'entreprise, etc. Et du coup, il est clair, comme tu le disais, Karim, que ce type de projet nécessite d'être particulièrement regardé et accompagné avec précision. Là, en l'occurrence, je pense qu'il faut s'intéresser peut-être aux besoins spécifiques des salariés qui veulent créer une entreprise et de travailler au développement des compétences spécifiques qu'un salarié doit avoir quand il veut passer le cap et passer de l'autre côté de la barrière et devenir entrepreneur. Et donc, le rôle de l'accompagnant va être très, très important dans l'autonomisation du porteur de projet, dans son émancipation, pour qu'il quitte effectivement le statut de salariat et qu'il devienne un véritable chef d'entreprise. Je vois une autre difficulté, c'est que pour ce qu'on a pu constater, le fait de rester salarié tout en travaillant sur un projet limite les risques, bien évidemment, donc ce serait plutôt favorable. Mais à force d'ouvrir des parachutes, on a aussi un certain nombre de gens qui n'arrivent finalement pas à se lancer. Il est important de trouver le point de bascule et de leur dire, bon, à un moment donné, allez-y, quoi, en fait. Ensuite, donc, je pense qu'il y a des compétences spécifiques, effectivement, sur lesquelles pourront s'appuyer les initiateurs de ce projet, qui sont, j'essaye de le... sont celles qui sont issues des accompagnants RH en transition professionnelle. Il y a un véritable besoin d'accompagner les porteurs de projets salariés vers ce type de compétences pour totalement autonomiser. Très bien, merci beaucoup. Vous faites le micro toute seule. Hein. Allez, merci Marie-Hélène. Pierre, comment tu vois justement cette transformation, cette hybridation et comment justement les structures doivent faire évoluer leur pratique par rapport à cette transformation? Je vais essayer d'être complémentaire par rapport aux excellentes remarques de Marie-Hélène. En fait, nous, on accompagne des grands groupes dans le développement de programmes d'intrapreneuriat. D'accord ? D'ailleurs, le mot intrapreneur fait très peur dans les grands groupes parce que quand vous parlez d'intrapreneurs à des salariés, ils ont toujours l'impression qu'ils vont devenir des auto-entrepreneurs facturant leur entreprise. C'est comme ça qu'on a rebaptisé ça programme entreprenant.
On a des entrepreneurs qui ont décidé de se lancer, et on a des entrepreneurs qui ont un caractère, des compétences et des envies. Je pense que la France n'est pas encore prête. Un exemple, il y a 3 ans, on a fait un programme, très joli programme chez un très gros groupe parisien. Les 2 premiers qui sont arrivés, on va dire, avec des projets d'intrapreneurs, les 2 premières, c'était des femmes. Les 2 premières ont quitté ce grand groupe. Il y en a une, elle a quitté le grand groupe pour faire autre chose, et l'autre, elle a monté sa boîte. Quand j'ai échangé récemment avec le dirigeant de ce grand groupe, il m'a dit « Je ne sais pas si la prochaine fois, je vais refaire ça ». Et je lui ai dit « Je pense qu'elle serait partie quand même ». Parce qu'il y en avait une, elle avait un potentiel explosif, et elle l'a révélé. C'est-à-dire que d'un coup, quand vous faites pitcher des gens devant 100 personnes, et que vous apercevez que vous pouvez le faire avec beaucoup de facilité, et que surtout, il y a une foi en vous qui vous fait avancer, ben, d'un coup, elle s'est dit « Tiens, c'est possible ». On a quand même ce gros problème. Ce n'est pas un hasard si c'est 2 femmes qui ont gagné, parce qu'on a quand même le complexe de la première de la classe chez vous, mesdames, qui fait que quand vous vous lancez, c'est du béton, c'est du sûr. Alors que nous, les mecs, quand on se lance, on est capable de vendre la lune avant même de l'avoir montré du doigt. Et blague à part, ce qui est important peut-être, c'est une révolution culturelle dans le management français et dans la tête des patrons. C'est de leur dire que, et attendez, c'est un vieux qui dit ça, c'est-à-dire que j'ai passé 20 ans dans ma première boîte, j'ai passé 6 ans dans la deuxième, et si j'avais pu y passer 6 ans de plus, je l'aurais fait. Donc aujourd'hui, il faut peut-être s'habituer à ce que les jeunes talents qui sont ici, quand ils vont venir dans votre entreprise, soit vous leur permettez de s'épanouir, soit ils vont partir. Et même quand ils vont s'épanouir, à un moment, ils vont être tentés par des aventures. Donc ça veut dire qu'il faut profiter de leur moment présent et leur donner un maximum, on va dire, d'espace, de moments de développement de leurs compétences afin qu'ils vous délivrent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ensuite ils puissent partir. Mais vous voyez, c'est un peu comme l'influence française des lycées français de l'étranger. On investit pour le futur, ou on investit pour une marque employeur, mais on prend le meilleur des personnes au moment où elles sont là. Par rapport, une dernière chose, c'est Steve Blank qui dit qu'une start-up, c'est une organisation temporaire, je crois, qui cherche son modèle économique en marchant, quelque part. Vous savez, comme on se jette de la falaise, etc. Ça me fait penser à ça un peu, des intraprenants ou des entreprenants. Des entreprenants, c'est des gens qui, avec le confort du salariat, peuvent tester des choses. Très bien, merci Pierre. J'ai vu que tu t'es mis une petite alarme aussi. Ouais, comme ça. Ok. Alors Clara, comment vous voyez justement ces transformations? On a vu notamment le rapport à l'intrapreneuriat. Est-ce que c'est sujets sur lesquels vous avez eu l'occasion un peu de travailler au niveau de la boussole et quel regard vous portez? Moi, je n'ai pas mis d'alarme, Karim, je compte sur vous. Ah ouais. Effectivement, vous avez, avec ce projet, je trouve que vous avez vraiment mis le doigt sur un des questionnements, un des enjeux majeurs qu'aujourd'hui sont en train de chercher à traiter les accompagnateurs, en tout cas ceux qu'on représente à travers la boussole. Et pas plus tard qu'il y a, je crois que c'était quelques semaines ou au maximum 1 mois, on a abordé ce sujet, mais plus sur le thème de la diversification des porteurs et des projets accompagnés, qui est une nécessité aujourd'hui pour nos structures d'accompagnement, pour plusieurs raisons. Bon, déjà dans une logique aussi de revenus, parce qu'on a parlé de la multiplication des entrepreneurs, mais c'est joint à cette multiplication, la multiplication des structures d'accompagnement. Donc il faut aller aussi pour rechercher de nouvelles sources, de nouvelles, alors cible n'est pas forcément le bon terme, ni client, mais en tout cas de nouveaux projets à accompagner et à accompagner correctement. Donc de ce point de vue-là, du point de vue diversification, on a cherché à l'occasion de différents webinaires et ateliers à savoir comment nos structures pouvaient traiter des publics. Alors Pierre a parlé longuement d'intrapreneuriat, mais on peut aussi évoquer la cible que vous êtes d'ailleurs, estudiantine, qui est de plus en plus entrepreneuse et de plus en plus tôt en parallèle de leurs études, donc ils ne sont pas à plein temps. Donc évidemment les salariés, les artisans, etc., qui ont eux aussi énormément de valeur à apporter à notre écosystème, qui ont beaucoup de projets et sans pour autant être en capacité de tout lâcher du jour au lendemain. Je ne sais plus ce que je voulais ajouter, mais de cette diversité naît l'innovation. Et ça, les acteurs de l'accompagnement en sont bien conscients. S'ils veulent rester dans la course, s'ils veulent rester bien à la pointe, on va dire, de l'accompagnement. Et bon, je suis en train de me perdre un peu dans mes propos. Alors,
y a la diversité pour l'innovation, il y a le revenu. Maintenant, comment on adresse ces structures? Comment on adresse ces nouveaux porteurs? Et effectivement, Charlotte l'a mentionné dans la présentation du projet, la présence du digital et de la synchrone est fondamentale pour pouvoir justement allier l'ensemble des emplois du temps et des contraintes de chacun. Quelques limites malgré tout, notamment une mentionnée par Marie-Hélène, il me semble, un entrepreneur qui est à côté salarié, qui a son entreprise, pour laquelle il n'est pas forcément accompagné, qui est déjà bien en place, va devoir un moment ou à un autre s'investir à 100% dans son projet, autrement il n'aura pas du tout vocation à développer. Donc effectivement la question se pose pour les structures d'accompagnement, mais plutôt au stade de l'idéation et de la création, donc pas du tout pour les accélérateurs, là où ils vont estimer qu'un investissement à 100%, voire même à 200% de la part des entrepreneurs sur son projet sera fondamental pour son développement futur. Mais voilà, le sujet est traité pour à la fois effectivement aller accompagner un autre public qui est hors de notre écosystème, qui ne maîtrise pas forcément les codes. On a plein d'anglicismes, on a plein de raccourcis qui font de temps en temps, et on s'en rend très peu compte, nous, en baignant dedans, qui font qu'un certain nombre de publics qui pourraient être très, très, très intéressants d'aborder, de traiter, se sentent vraiment exclus des dispositifs et des programmes et des actions qu'on pourrait nous leur fournir et leur apporter, à qui il faut trouver un moyen de communiquer correctement et autrement. Voilà. Très bien, merci Clara. Donc pour conclure sur cette thématique, donc là aussi Sylvie va partager avec nous son repas. Alors, merci pour ces interventions complémentaires tous les trois. Et je dois dire que nos étudiants sont quand même très créatifs, ils ont plein d'idées, et je les félicite vraiment pour la nouveauté qu'ils nous apportent. Alors, moi, ce profil-là, il me fait penser aux travaux de Louis-Jacques Fillion, qui a fait une typologie de dirigeants entrepreneurs, mais si on le rapporte à des porteurs de projets, il avait identifié le type vacancier. Alors, Louis-Jacques Fillion, c'est un Québécois, et je salue les Québécois s'il y en a dans l'auditoire. Donc le terme vacancier n'est pas très représentatif du contenu de ce type qu'il avait identifié, mais l'idée qu'il y avait derrière, c'était que pendant la semaine, l'individu est salarié dans l'entreprise qu'il emploie, et pendant ses vacances, d'où le terme vacancier, donc pendant les week-ends ou le soir, il travaille à son projet entrepreneurial. C'est la raison pour laquelle on a ce type qui est sorti parmi d'autres. Il y en a 6, je crois, 6 projets, 6 types identifiés par Fillion. Ce qui m'amène finalement à parler d'une autre idée qu'on n'a pas développée depuis le début de ce webinaire, me semble-t-il. C'est celle de la compétence de l'accompagnant, parce qu'il me semble qu'on n'accompagne pas de la même façon un intrapreneur comme on va accompagner un créateur ou un repreneur d'entreprise. Et là, pour le coup, il me semble que en termes de compétences de l'accompagnant, il y aura beaucoup de choses à dire, parce que je pense que c'est pas facile d'accompagner un intrapreneur. Pour les raisons invoquées par Marie-Hélène notamment tout à l'heure, qui disait que à un moment donné il va falloir qu'il se lance, donc où est la frontière entre je reste salarié et finalement je décide de me lancer, c'est pas facile. Donc il y a à la fois un accompagnement encore une fois psychologique important, mais il y a aussi un accompagnement sur la nature du projet, intrapreneurial et pas forcément entrepreneurial. Et puis, il y a également la structure dans laquelle travaille l'entreprise, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette structure-là. Comment va être vu l'accompagnant dans la structure, sachant que, en général, les entreprises qui veulent développer l'intrapreneuriat ont leurs propres incubateurs internes. Il me semble que toute cette dimension compétence va devoir être abordée au plus haut point par ce type de structure. Eh bien, merci beaucoup Sylvie pour cette analyse qui permet effectivement de souligner aussi le fait que
parmi les spectateurs, nous avons différents pays représentés, la Colombie, le Canada, la Belgique, la Suisse, le Maroc, Tunisie. Donc, on est ravis de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Alors, la dernière thématique, et là pour le coup, là aussi tout aussi originale et disruptive, elle porte sur un public finalement qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'étudier dans le champ de l'entrepreneuriat, c'est le monde de l'influence. Et je félicite aussi les étudiants qui avaient été amenés à devoir aussi rencontrer des acteurs, et en particulier les inviter, les faire venir. Donc, sur ces projets, il y a eu notamment deux influenceurs qui ont participé. L'une qui tient donc le blog Je ne suis pas jolie, et Alice qui est intervenue notamment sur ce projet. Et donc, je donne tout de suite la parole à Mata. C'est ça. Donc, bonjour tout le monde. Je vous remercie déjà de nous écouter et d'assister à ce webinaire. Donc, du coup, nous, on a voulu se positionner finalement sur un champ particulièrement nouveau, particulièrement innovant. Et vraiment, on a voulu créer une forme de rencontre entre l'entrepreneuriat, du coup, et les réseaux sociaux, notamment les influenceurs. Pourquoi? Parce que finalement, leur rôle au sein de l'économie et au sein des modes de consommation n'a jamais été si fort et finalement ne cesse de croître. Cependant, on constate que c'est encore une population assez vulnérable de par le manque de connaissances en matière de pérennité entrepreneuriale et de par le caractère éphémère finalement de leur activité. Donc pour ça, on a voulu proposer un dispositif d'accompagnement finalement qui serait assez complet, basé finalement sur des compétences assez diverses. Donc on aura dans un premier temps Camélia qui, forte du coup de ses études en communication et de son activité d'influenceuse à proprement parler, aidera sur toute la partie vraiment marketing et communication. On aura ensuite Antonin qui lui du coup est fort d'une expérience et d'une formation en droit, économie et finance et qui pourra aider du coup nos clients sur le côté vraiment purement opérationnel. Et enfin moi-même, Matarsek, qui du coup, de par ma formation au sein de mon management et mes diverses expériences professionnelles, serait en charge du coup de la mise en relation entre les interlocuteurs et les bons acteurs. Donc notre cible finalement, c'est des influenceurs entre 18 et 30 ans. Pourquoi? Parce que 65% finalement des influenceurs se situent dans cette tranche d'âge. On a cependant fixé du coup des petits critères, notamment au niveau du volume d'abonnés, en les plaçant entre 10 000 et 100 000 abonnés. Mais le caractère vraiment prépondérant au sein de notre cible, ce sera vraiment cette volonté d'entreprendre. On ne veut pas être une agence de communication, on veut vraiment accompagner des gens qui manifestent une envie d'entreprendre à une création d'entreprise. Donc c'est vraiment un caractère qui nous est essentiel. Pour ça, notre stratégie, finalement, elle sera double, du coup, avec une partie gestion des réseaux sociaux, avec une activité, somme toute, assez conventionnelle, de la gestion du feed, gestion des stories, et notamment de la recherche de partenariats, mais aussi un côté stratégique, avec notamment des formations autour de l'entrepreneuriat, l'aide pour la définition des stratégies, et également des formalités administratives, et enfin, un appui, une épaule au niveau de la croissance. Donc, du coup, Influent, c'est une formule qui est hybride entre la pépinière de par l'accompagnement au niveau de la phase de lancement et au niveau de la phase de développement, mais également un accélérateur de par le fait que finalement, on va leur apporter des moyens externes complémentaires qui pourront leur permettre d'accroître leur activité et on entrera au capital des entreprises créées, qui sera complètement dédié aux influenceurs. Donc, comme le disait M. Messegem, on a eu cette chance du coup d'être adoubé par deux influenceuses du coup de renom. Elles ne constitueront pas du coup notre cible, mais on a eu l'occasion de tester déjà ce projet auprès d'influenceurs qui correspondent à notre cible. On est confiant par rapport aux perspectives d'avenir de cette entreprise et on espère du coup que ce projet pourra se développer. Et je vous remercie de nous avoir écoutés au nom de toute l'équipe d'Influent. Très bien, merci Matar, Camélia et Antonin pour là aussi un très beau projet qui nous permet de rentrer dans la digitalisation et aussi peut-être sous deux angles complémentaires qui sont à la fois la diffusion des nouveaux outils qui amènent à de nouvelles pratiques entrepreneuriales et aussi des projets comme ceux que vous venez d'évoquer avec de nouvelles pratiques, là aussi qui finalement sont parfois des formes d'hybridation et qui amènent bien évidemment les structures à devoir développer de nouveaux outils et comme Sylvie Samut l'a souligné, peut-être aussi de nouvelles compétences. Alors pour démarrer cet échange et cette discussion, je vais tout de suite donner la parole à Clara sur justement le regard que vous portez sur cette évolution, cette tendance qui amène de nouvelles générations aussi à être accompagnées. Merci Karim.
Alors effectivement, avant de parler de digitalisation, pour en partie un peu à marche forcée ces derniers mois de la part de nos incubateurs, la présentation de Matar me donne envie aussi d'évoquer la notion de spécialisation des structures d'accompagnement, qui est enfin, pour moi, vous allez vraiment dans le bon sens, on va dire, de l'histoire, puisqu'aujourd'hui, vraiment, le constat qu'on fait au sein de la communauté, c'est que les accompagnateurs, même à tous les stades de développement, donc de l'idéation à l'internationalisation, aujourd'hui tendent à être de plus en plus spécialisés sur des verticales métiers, sur des verticales technologiques, en réponse à des attentes de plus en plus pointues de la part des entrepreneurs qui sont eux aussi de plus en plus aguerris. Et donc, on va plus, pour un seul expert, une seule structure d'accompagnement, va plus forcément être en mesure d'accompagner une multitude de projets sur l'ensemble sur l'ensemble des secteurs, mais va devoir se spécialiser, attirer des experts sur une frange très précise, lui être introduit, connaître parfaitement l'ensemble des acteurs en dehors de son petit prisme, l'ensemble des acteurs qui composent cette verticale métier, donc je sais pas, peu importe, les industriels, les grands développeurs de plateformes dans ton cas, etc., pour pouvoir offrir un service pertinent à l'entrepreneur dans le cadre du développement de son projet. Donc il ne s'agira plus là que d'apporter, de mettre à disposition un expert en marketing, en RH, en développement, etc., mais vraiment, surtout dans le cas des influenceurs, par exemple, de s'entourer des meilleurs experts en community management, en gestion technique des plateformes réseaux sociaux, etc. C'est pas mon expertise, mais oui, il y a un petit peu l'essence de la chose. Et pour revenir peut-être un peu plus à la thématique principale de cette troisième présentation, qui est la digitalisation. Aujourd'hui, et notamment depuis mars 2020, les accompagnateurs, dans notre communauté par exemple, on a près de 80% de nos membres qui ont ouvert au moins un programme 100% en digital. Aujourd'hui, les structures d'accompagnement ont su vraiment s'adapter, ont aussi par là modifié leur méthode d'accompagnement, puisque on ne fait pas du présentiel comme on fait du digital. C'est pas du tout les mêmes modalités de formation, les mêmes modalités d'accompagnement. C'est pas du tout de la même manière qu'on va essayer de créer un esprit de promotion. On va devoir changer les rythmes. Donc, c'est des rencontres beaucoup plus régulières, beaucoup plus courtes, en beaucoup plus petits comités. On va devoir apprendre un rôle d'animateur beaucoup plus prépondérant, là où en physique, on va pouvoir laisser un peu la place aux échanges spontanés entre promotions, etc. On va devoir aussi, et on va pouvoir aussi augmenter la qualité du contenu en faisant venir des intervenants de plus haut vol qui seront davantage beaucoup plus disponibles en leur demandant de consacrer une heure derrière leur bureau fin fond de la Creuse que de devoir se déplacer, prendre un avion, etc. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Il faut faire attention aussi aux écueils dans lesquels cette surdigitalisation nous plonge et plonge aussi les accompagnateurs. Donc, il y a la perte du lien. Aujourd'hui, une des valeurs principales des accompagnateurs, c'est justement de créer une solidarité entre les entrepreneurs. Et bonne chance entre influenceuses, je ne crois pas que ça soit l'esprit, mais une relation de solidarité qui est très difficile à recréer à travers un écran. Donc, il faut vraiment trouver un moyen de recréer. Je m'arrête, Karim. Ok, très bien, merci Clara. On essaiera d'avoir un petit temps pour les échanges, pour compléter. Je donne tout de suite la parole à Marie-Hélène. Voilà. Donc, difficile Clara a dit beaucoup de choses que j'avais prévu de dire, donc on va essayer de… Alors, juste, je vais réagir par rapport à ce besoin de spécialisation, donc effectivement des accompagnants, qui semble effectivement de plus en plus nécessaire compte tenu de la complexité des différents sujets à aborder. Donc avoir des experts d'une thématique qui se consacrent à des projets de cette thématique, ça me paraît tout à fait pertinent. Mais en contrepartie, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'hybridation, c'est bien que les intervenants soient spécialisés, où ils apportent véritablement des expertises au projet visé, mais il faudrait qu'on arrive à mixer les porteurs de projets avec d'autres porteurs de projets qui sont dans d'autres environnements.
parce que c'est sans doute de cette confrontation de différents mondes que peuvent naître des innovations intéressantes, justement en regardant comment ça se passe ailleurs. Donc, c'est toujours une grande interrogation là, pour les gens qui conçoivent effectivement des programmes d'accompagnement d'arbitrer entre ces deux contraintes. La technicité d'un côté, mais aussi après la nécessité de mettre des porteurs de projets d'un environnement en contact avec d'autres environnements. C'est de l'hybridation que naît la richesse. Donc pour revenir également au digital, c'est vrai qu'on y est allé à marche forcée tous, que ça apporte beaucoup de choses très très positives pour les structures d'accompagnement aujourd'hui, sur l'automatisation d'un certain nombre de choses, l'accès facile à de nombreuses données. Mais comme le disait Clara tout à fait, il y a le risque de perte de lien avec les autres participants à des programmes tels qu'on a l'habitude, quand on les fait en présentiel, de le générer. Et perte du lien entre l'accompagnant et l'accompagné. Je crois que l'humain au cœur du dispositif d'accompagnement n'a jamais été aussi vrai et encore dans ces circonstances. Donc, est-ce que c'est un beau mot de confusion, Marie-Hélène? Et alors, tout numérique, c'est pas possible. Le numérique, en fait, doit aujourd'hui faire partie prenante des outils des accompagnants, mais ce n'est qu'un outil, le numérique. Pas une fin en soi. Et c'est surtout pas uniquement un mode et ce n'est pas un mode d'accompagnement. Très bien, merci Marie-Hélène. En bon sens. Sur cette thématique, en 2 minutes, c'est possible? Pierre? Oui, bien sûr, bien sûr. Je mets mon chrono. Hein. Je vous ai mis un super fond d'écran derrière moi. C'est ce qu'on vient de lancer ce matin avec l'initiative Terre de Vaucluse. C'est la première pro digitale de la Startup et dans le prêt. Il fallait réagir. Hein. On avait un événement qui était prévu 26 et 27 novembre. Et on a créé pas mal de fois auparavant, qui va nous permettre finalement de faire intervenir plusieurs outils avec, on l'espère, une finale physique. Donc, comme dit le projet NeoStart, un projet digital. Voilà, tout ça pour dire que tous les outils sont bons quand ils ont été testés, quand ils ont été validés, pour accompagner des entrepreneurs et surtout avec une chose. Je pense que mon métier de consultant généraliste, je me mets peut-être, je suis plus de l'avis de Marie-Hélène que de Clara, mais c'est complémentaire tout ça. C'est que je pense que les accompagnants, nous sommes des connecteurs, des facilitateurs. Donc, notre base doit être profondément humaine. On doit vraiment aider quelqu'un à se révéler. Hein, j'en reviens à la première intervention. Et donc, finalement, ce métier de connecteur, on doit utiliser ensuite tous les outils pour permettre d'avoir une base d'accompagnement et permettre que les porteurs de projets puissent se rencontrer et travailler entre eux avec des spécialistes, mais également ce qu'on appelle le pair-to-pair. Ludovic Charbonnel a même monté une start-up là-dessus, Challenge Me, qui fait vraiment de très bons outils qu'on utilise. Ce pair-to-pair permet de régler 90% des projets d'un entrepreneur. C'est-à-dire que quand ils sont ensemble, ils se posent des questions, ils témoignent, ils partagent, et finalement, on n'intervient que pour notre valeur ajoutée, c'est-à-dire les 10%. Votre métier d'accompagnant demain, c'est véritablement de faciliter ces rencontres, d'accord, et de faire que ce pair-to-pair puisse permettre d'apporter des solutions par eux-mêmes, par des accompagnants territoriaux, par des coachs, par des entrepreneurs, en révélant tous les acteurs qui ont intérêt au succès. Je reviens à cette formidable idée que vous avez. Attention, pour moi, elle est très dangereuse. Faire une école de l'entrepreneuriat des influenceurs, ce métier d'influenceur, je trouve ça extraordinaire parce que finalement, vous faites d'un métier la base même d'un entrepreneur. La base même d'un entrepreneur, c'est de la curiosité, c'est sa capacité à relever des signaux faibles et des tendances fortes et à surfer, à utiliser ces tendances et ces signaux pour adapter en permanence son offre, pourquoi pas même la mission de son entreprise par rapport à ce que le futur va devenir. C'est quoi votre métier à vous d'école influente, Matar? C'est quoi un influenceur? Il est là juste pour influencer? Il est là juste pour suivre? Il est là pour finalement donner à manger à quelqu'un qui attend ce repas? Ou est-ce qu'il est là pour aider un influenceur à construire une offre?
Et cette offre-là d'influenceurs va permettre à d'autres entrepreneurs de construire et de mieux connaître leur marché, de mieux connaître leurs consommateurs. Je pense que l'influenceur a un rôle très important auprès de l'entrepreneur et c'est pour ça qu'en faire une école, c'est très intéressant. C'est bien. 3 minutes. Parfait pour la gestion du temps. Sylvie? Oui, merci Karim. Délicat d'intervenir en dernier toujours, parce que tout a été dit ou presque par les brillants intervenants qui me précédaient. Moi, j'ai envie de revenir peut-être sur une thématique qui est en surface un peu depuis le début de ces présentations, c'est la résilience. Finalement, il y a une preuve de résilience de tous les acteurs aujourd'hui, parce que l'idée, c'est de continuer à accompagner, quelle que soit la forme que cela prend, quels que soient les publics que l'on rencontre. Et la volonté, c'est toujours d'aller de l'avant et d'essayer de rebondir avec toujours de nouvelles formes, de nouvelles attentions, de nouvelles façon de conquérir finalement le monde. Alors, je rejoins Pierre sur ce qu'il disait. Maëla Paul parle en parlant du métier d'accompagnant, elle dit que c'est un passeur et un passant finalement, puisque son vrai métier, c'est de rendre autonomes les autres. Et je ne sais pas si l'influenceur a cette réelle ambition de rendre autonomes les autres. Donc là, je mets peut-être un petit bémol sur cette notion d'accompagnement avec cette logique-là. Enfin, j'ai une petite crainte sur non seulement ce côté, alors je vais utiliser un grand mot, mais gourou, j'exagère en le disant, mais vous voyez l'idée qu'il y a derrière. Et peut-être une autre crainte aussi, c'est celui du butinage. C'est-à-dire qu'à vouloir tout embrasser, on fait les choses peut-être à moitié. Donc ça rejoint l'idée de compétence dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'un influenceur a la même compétence qu'un accompagnant? Je ne sais pas. Je mets un gros point d'interrogation derrière. Voilà. En tout cas, tous accompagnants, tous entreprenants, c'est peut-être l'idée que défendait Pierre tout à l'heure avec tous entreprenants. Est-ce qu'on n'est pas tous accompagnants quelque part une fois dans notre vie aussi? Je peux rebondir une seconde, Karim? Je vais vous faire un scoop mondial, parce que c'est un scoop mondial. Avec l'Université de Montpellier et avec les Nations Unies et le Centre international de l'eau de l'UNESCO, nous allons lancer le premier programme d'accompagnement par les réseaux sociaux au mois de décembre et janvier de cette année. Très bien. On va utiliser des réseaux sociaux pour challenger, accompagner et augmenter les chances de succès de porteurs de projets. Voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. On vous en reparle, mais bon, voilà, c'est avec l'université et je peux vous en parler aujourd'hui. Je vous ai dit quelque chose et je vous ai rien dit en même temps, mais c'est réellement ce qui se passe parce que tout ça, vous voyez, c'est grâce au Covid et grâce aux contraintes, parce que des contraintes naissent les innovations. Marie-Hélène, vous souhaitez réagir? Oui, donc rapidement aussi, parce que je peux pas laisser passer ça. Attention quand même à ne pas aller trop loin dans le tous accompagnant. Sinon, à quoi servent des formations comme celles que vous managez brillamment, qui sont celles d'accompagnants en entrepreneuriat? C'est quand même un vrai métier avec de vraies compétences, comme le dit Sylvie. Et je suis convaincue que les entrepreneurs, les mentors apportent, les réseaux apportent tout un tas de choses très importantes aux porteurs de projets. C'est ce qui les met en réel contact avec le monde. Mais le rôle des accompagnants de la création, quel est-il? C'est peut-être un autre webinaire. Compétences et accompagnement, ça sera la saison 2 de... Vous aviez la possibilité pour les spectateurs d'introduire des questions sur la partie questions-réponses. Il y a une question qui est remontée de la part d'André Nana, qui mène une recherche doctorale à Toulouse, et notamment qui s'interrogeait en lien avec le projet hybride, justement sur l'émergence
de structures qui sont portées aussi par des grandes entreprises. On pense au corporate incubator ou accélérateur. Et donc, finalement, est-ce qu'il y a, si je résume un peu la question, un espace pour des structures qui seraient dédiées aux entrepreneurs hybrides? Je ne sais pas, peut-être que est-ce que l'un des représentants du groupe hybride veut répondre? Comment vous vous percevez par rapport justement à la concurrence quelque part des grands groupes qui ont finalement des offres d'accompagnement qui se développent? Notamment, vous citiez Airbus qui a son modèle d'accompagnement. Si je peux vous aider, Maxime, avec grand plaisir. Moi, j'ai beaucoup de doutes, Karim, là-dessus. Tu m'excuses? Oui. Beaucoup de doutes et en même temps plein d'espoir. Beaucoup de doutes parce que je me pose toujours la question de, pas la crédibilité, mais peut-être la puissance ou la légitimité d'un grand groupe à accompagner ses entrepreneurs s'il ne s'adosse pas à des compétences ou à des expertises, c'est-à-dire à des accompagnants de son territoire ou de sa filière, mais pas que de sa filière. Voilà, c'est juste ça. C'est un problème technique. Allez-y. Oui, je rebondis par rapport à cette question. C'est vrai que c'est une question qu'on a nous-mêmes soulevée quand on travaillait sur ce projet. C'est vrai qu'on avait pour but et qu'on a pour but, grâce à ce que Charlotte vous a présenté, le food truck, de s'implanter près d'entreprises. Donc, c'est vrai que ça serait plus dans un deuxième temps où on viserait des plus grands groupes. Dans un premier temps, ça serait plus des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des incubateurs en interne. Et pour répondre un peu à cette question sur la concurrence, peut-être des grands groupes qui ont leur propre incubateur et qui peuvent favoriser un peu l'intrapreneuriat, on s'est rendu compte par beaucoup de témoignages que développer des incubateurs dans des grands groupes, beaucoup le faisaient aussi pour l'image. Et donc, aider certains porteurs de projets à développer, mais on se rendait vite compte que parmi les grands groupes, il y a énormément de porteurs de projets qui n'avaient pas forcément la place pour tout le monde. Et on se dit qu'avec nous, notre structure, on peut répondre aux besoins d'autres porteurs de projets qui travaillent dans des grands groupes sur les années suivantes. Okay. Alors, dans les questions qui sont posées, ces projets vont-ils être lancés réellement? On peut l'espérer. Certains ont un réel potentiel. Et dans le même ordre d'idée, j'ai une question de Yann Papastratis sur justement la problématique de l'accompagnement des entrepreneurs qui se lancent eux-mêmes dans une activité d'accompagnement entrepreneurial. C'est une vraie question parce que on a beaucoup réfléchi, et Karim on en sait quelque chose sur la compétence de l'accompagnant et l'idée de la certification. C'est quand même pas normal à un moment donné qu'on pour être expert comptable, on ait besoin d'avoir une plaque en bas de chez soi, donc c'est une profession certifiée, mais pour accompagner, tout le monde aujourd'hui peut le faire. Donc ça, c'est quand même une vraie question qui, à un moment donné, devra trouver réponse parce que c'est un métier, comme tu le dis si bien, Marie-Hélène, et on ne peut pas s'improviser accompagnant du jour au lendemain. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle à inventer? Dans mon parcours, j'ai eu la chance finalement moi, d'être un chargé d'affaires puis de diriger un incubateur, ce qui vous donne ensuite, quand vous vous lancez, que vous créez votre entreprise, qui vous donne une vraie légitimité. Est-ce qu'il n'y a pas… Mais pour cela, ensuite, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai investi grâce à Pôle emploi qui m'a payé mes 2 premières années pour recruter d'ailleurs une étudiante du Master 2, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas des modèles inventés, c'est-à-dire des structures d'accompagnement sur lesquelles s'adossent peut-être des consultants, accompagnants qui viennent investir du temps? Vous voyez, je pense qu'il y a des contrats de confiance à faire entre des gens qui ont des vraies compétences et qui pourraient donner le meilleur d'eux-mêmes à des projets en étant adossés à des structures d'accompagnement, ce qui donne une légitimité et qui crée finalement un cercle vertueux. Bon, il y a un problème de confiance au départ, mais là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Mais quand on est adossé à une structure d'accompagnement, je pense qu'on a fait la moitié du travail, mais je ne sais pas quel était le fond de la pensée de Yann dans sa question, mais moi je la comprends, sa question, plutôt comme quelqu'un qui s'autoproclame
accompagnant, mais qui est tout seul dans sa volonté d'accompagner. Adosser une structure d'accompagnement, c'est un moindre mal. Au contraire, c'est plutôt très pertinent, oui. Et c'est souvent comme ça que ça marche, d'ailleurs. Intéressant, c'est de voir aussi le rôle des réseaux, des structures aussi, qui peuvent contribuer à la formation aussi de ces acteurs. Et nous, ce qu'on a essayé de faire avec Civisamut dans le cadre de ce master, c'est de veiller à accompagner aussi bien et à accueillir, à former des entrepreneurs et des accompagnateurs. Et donc, c'est vrai que cette rencontre entre ces deux publics contribue aussi à peut-être faire monter en compétence ces entrepreneurs qui s'orientent vers de l'accompagnement entrepreneurial. C'est aussi une stratégie possible. Alors, nous arrivons au terme de ce timing. On l'a si je peux me permettre. Oui, allez-y. Je peux me permettre juste de vous couper. Madame Samut, du coup, évoquait la possibilité, du coup, à soulever finalement un débat autour de ces accompagnements spécialisés. Je crois entendre que finalement, c'est une thématique qui pourrait être traitée au cours du prochain congrès Procréa 2021, où finalement, un volet sera consacré à cette question. Et pour tous ceux soucieux de trouver cette réponse, comme bien d'autres autour de l'accompagnement entrepreneurial, je vous invite d'ailleurs à vous intéresser de plus près à cette page, et notamment sur LinkedIn, qui vient d'être créée très récemment. Donc, je remercie particulièrement notre stagiaire, Magda, la communication sur Procréa, c'est effectivement. Merci. Très bien. Merci pour ces témoignages. Merci à l'ensemble des participants, spectateurs qui ont contribué à cette réflexion. Bravo encore une fois à ces beaux projets. On espère chaque fois qu'ils puissent se concrétiser, ou au moins qu'ils puissent, pourquoi pas, donner des idées à d'autres porteurs de projets. Que c'est un sujet passionnant qu'on n'a pas pu bien évidemment traiter dans sa globalité, mais qui, notamment grâce à Procréa, qui sera sur 3 jours, qui permettra peut-être d'aller plus en